Bon, on pouvait avoir quelques doutes hein, après la retraite de Roger Federer, c'est bientôt la fin du Big Two, Rafael Nadal hein, qui a l'air un peu sur la jante, on va voir ce qui va se passer sur la saison sur terre battue, Novak qui a l'air d'avoir un peu plus de carburant dans le réservoir, mais là on a un gamin complètement sidérant qui a débarqué sur le circuit, Carlos Alcaraz qui décapsule Daniil Medvedev en finale d'Indian Wells, 6-3, 6-2, c'était une véritable démontada. On va faire un gros débrief bien sûr dans cette vidéo sur cette finale, sur le tournoi d'Indian Wells dans son ensemble. Avant ça, si tu souhaites ne rien rater de ma couverture assidue du tournoi ATP de Miami qui commence d'ici quelques jours maintenant, n'hésite pas à t'abonner juste ici, mon très cher Cote. Ce débrief d'exception t'est proposé en partenariat avec Winamax, les Winamis de Winamax qui m'accompagnent depuis l'Open Australie. Je les remercie de leur confiance, c'est super important pour l'essor de la chaîne et pour sa continuité. Donc vous avez ici par exemple le tournoi WTA de Miami qui a été lancé, il y a déjà toutes les cotes qui sont disponibles. Le tableau du tournoi ATP de Miami tombe ce lundi soir, donc vous aurez évidemment les cotes qui seront ajustées. Le jeu sur Winamax, c'est un jeu responsable et exclusivement réservé aux adultes, surtout, ça c'est super important, on ne transige pas. Là-dessus, vous avez le lien dans la description, les 100 € de free bet au maximum après inscription. Alors, on se retrouve sur le gros débrief de la finale d'Indian Wells. On va commencer par le perdant de Daniil Medvedev de cette finale. Alors, évidemment, là, tu sors du match, tu te dis, il a pris une branlée, il va falloir digérer un petit peu tout ça, mais il y a quand même beaucoup de points positifs à retenir pour Daniil sur ce tournoi dans son ensemble, mais également sur ces dernières semaines. On a une série victorieuse de 19 victoires consécutive, un joueur qu'on semblait peut-être avoir perdu après sa défaite face à Sebi Korda à l'Australian 2023. Ça venait après un an de déboire après ce qui s'était passé en finale de l'Australian face à Rafa Nadal. Et là, je trouve qu'on a retrouvé un excellent Daniil, un Daniil qui, par essence, est un joueur de winning streaks. Sa première série gagnante qu'il a vraiment marquée et imposée sur le circuit, c'était à l'été 2019. Vous vous en souvenez, Washington, l'US Open bien sûr, encore en finale face à Rafa, décidément. Il fait finale à Washington contre l'affreux Nick Kyrgios, me semble-t-il, cette année-là. Alors là, maintenant, la question, ça va être, on a Miami qui arrive, est-ce qu'il va être capable de maintenir ce momentum avec la saison sur terre battue? On sait que c'est pas trop sa tasse de thé au Daniil. Donc là, il va falloir bien observer ce qui va se passer au printemps pour lui, et après, de toute façon, l'immense partie de sa saison, ce sera sur l'été US, comme d'habitude pour Medvedev. Je trouve, moi, je suis super content de le retrouver. C'est un joueur qui fait du bien au circuit par son franc-parler, par son jeu, qui est un jeu comme le bon vin, hein. Ça, faut apprendre à le maîtriser, à le connaître, à le comprendre, les arcanes de son jeu qui sont parfois un petit peu subtils pour le grand public, son tempérament, son intelligence, ses takes en conférence de presse. Je trouve que c'est un joueur très très précieux dans le microcosme tennistique de l'ère actuelle. Par contre, on remarque hein, qu'il reste encore quelques petits stigmates de la saison 2022, n'en déplaise à certaines personnes qui m'ont dit non, il a intégralement retrouvé son meilleur niveau, il est sur le chemin, mais je pense qu'il faut encore attendre un petit peu, et justement cette période hein, qui sera un peu moins positive pour lui au printemps, voir et attendre l'été américain. Parce que pour des joueurs comme ça, les 250 et les 500, Osef en fait, c'est pas ça qui crée la légende de Medvedev, il joue pas pour ça lui, il joue pour les 1000, et il joue pour les grands chelems, donc attendons de voir un petit peu, mais quand même on peut être largement rassuré. Le deuxième joueur de cette finale, c'était bien sûr Carlitos, le niveau sidérant du bonhomme, j'allais dire du papa, mais non, il est encore un peu jeune, après un double retour de blessure. Alors lui il dit je m'inspire de Rafa, de Novak, bah ça se voit quoi. Rafa lui il est capable de s'arrêter pendant 6 mois, il revient, il a un niveau exceptionnel comme en début 2022, un tennis total, une performance je trouve en grande partie physique. C'est ça qui peut inquiéter également sur la durée, parce que c'est un joueur qui va faire tellement de bien au circuit, il est électrique, les gens dans le public ont envie de le voir. Quand on voyait des gros plans pendant le match hein, sur le public, les gens sont là en train de regarder leurs amis autour d'eux et ils hallucinent quoi. Il y a quelque chose du tennis frisson électrique, c'est je pense l'archétype du joueur qui va amener un nouveau public à ce sport et qui va garder également les anciens qui pouvaient peut-être un peu être inquiets quant à la suite de ce sport post Big 3. Donc dès que ce gamin peut jouer, profitez-en. Parce que c'est vraiment génial à observer quoi. Et pour les férus de statistiques, cette victoire à Indian Wells le propulse à la première place mondiale, il récupère le trône au détriment de Novak Djokovic qui est interdit de séjour aux États-Unis pour, vous le savez, pour ce Double Sunshine, pour des raisons
C'est quoi le meilleur mot? Bref, de retour à la première place mondiale, c'est ce qui importe pour l'instant. On risque d'ailleurs d'avoir un thème, un fil rouge sur ce printemps, la lutte pour la première place mondiale entre Novak Djokovic, qui pourra jouer à partir de la saison européenne sur terre battue, et Carlos Alcaraz. Donc ça va être une lutte intéressante. J'espère qu'on va avoir des oppositions, Rafa, Carlitos, Novak, Carlitos en prépa de Roland Garros. Ce printemps, moi, je suis quand même bien saucé. Et on bascule sur l'analyse de la finale. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cette démontada? Qu'est-ce qui peut expliquer ce score? Eh bien, je vais tout vous expliquer sur quelques palettes essentielles. Comme ça, vous aurez quitté cette vidéo et vous aurez peut-être appris quelques petites choses. D'abord, alors, le premier point du match, c'est très rare que je fasse des palettes sur le premier point d'une rencontre parce que, habituellement, il y a une petite montée en régime de la part des joueurs. Mais là, il y avait un thème tactique immédiat qui s'est mis en place. C'est le refus de la diagonale du vide, vous le savez, la diagonale revers. Carlitos, il a tout de suite fait quelque chose d'intéressant. Il y a 5 coups dans cette diagonale et le 5e, il va aller long de ligne et c'est lui, systématiquement dans cette finale, qui va partir long de ligne, qui va casser cette diagonale, qui va prendre le jeu à son compte, qui va forcer également Daniil à défendre côté coup droit. Et là, par exemple, ça va faire le point. Un autre point crucial dans cette finale, ça a beaucoup joué et ça également, on l'avait pointé dans notre preview, c'est la créativité de Carlos Alcaraz, ses services volés, ses services amortis, ses one-two. Regardez la position de Medvedev sur ce retour de service. Carlos, là, il est en train de couper les angles, mais limite, t'as pas besoin de faire grand-chose dans cette position. Hein. Tu déposes une petite volée là, et ça fait le taf. Alors au niveau des statistiques, elles sont particulièrement éloquentes. Si je les retrouve, on est à 81% derrière sa première pour Carlos Alcaraz, 58% derrière sa seconde, et surtout, sur l'intégralité de la partie, Daniil ne s'est pas procuré une seule balle de break. Alors pour Daniil, vous vous dites ça part mal, c'est clair, il y avait un schéma potentiel pour lui qui pouvait éventuellement être vertueux, ce sont les points intermédiaires et les points longs. Mais on a vu la stat au départ, les 5 premiers points longs disputés de la partie, donc c'est-à-dire 9 coups et plus, ont été remportés par Carlos Alcaraz, qui est capable à tout moment, ici par exemple, on se retrouve côté revers, eh bien on envoie une bûchasse électrique dans la Lulu, et Medvedev est à 18 mètres de la balle. Du coup, ça commence à devenir un peu compliqué cette histoire, surtout quand on arrive début du deuxième set et on se retrouve à 0,40. Qu'est-ce qu'on fait, Daniil? La famosa dobla. Je vais éviter de parler en espagnol. Donc on a des stats qui sont faméliques, 0 ace, 3 doubles fautes, 61% derrière sa première balle. C'est pas du tout une stat correcte pour Daniil qui est à 75% en carrière et surtout 41% simplement derrière sa seconde. Il s'est fait aligner, massacrer. On va le voir d'ici quelques instants. Le tennis, vous le savez certainement, c'est pas simplement un jeu tactique, ni un jeu physique, ni un jeu de highlights où on comprend pas vraiment ce qui se passe parce qu'on voit que les meilleurs points et on s'intéresse pas vraiment à la structure même de ce jeu. Le tennis, c'est aussi essentiellement un jeu de position, de conquête de territoire. Et là, vous le voyez, dans les rallyes, le premier coup après le premier service de Carlos Alcaraz, il est en immense majorité à l'intérieur du court. Et du coup, Daniil, il n'a pas réussi à le repousser. Il y a eu des services volés, il y a eu des one-two à l'intérieur du court, 1 mètre, 1 mètre 50. Et là, je pense que c'est l'une des palettes les plus criantes de cette finale et du rapport de force déséquilibré. Deuxième balle, et là, on lui rentre dans l'art, quoi. On lui rentre dans l'art, on fait un retour volé. Un tennis hyper agressif dans la droite lignée de ce qu'il propose depuis le début du tournoi, et c'est même l'ADN en fait tennistique de Carlos Alcaraz. Et ça peut rappeler à certains égards, je trouve, alors les comparaisons elles sont toujours hasardeuses et je déteste faire ça, mais il y a un côté purement offensif qui nous rappelle certains attaquants des années 90, des années 2000, et tout ça mixé avec un joueur qui fait simplement 1m83, qui a pas une taille non plus énorme pour les standards actuels, qui a pas un service qui lui permet d'asseoir son jeu offensif et de récupérer énormément de points gratuits. Et c'est vrai qu'à certains moments, ce tennis électrique de conquête, c'est méga rafraîchissant, quoi. Ça apporte quelque chose très clairement au circuit, et ce tennis en plus super agressif, créatif, c'est pas quelque chose qui est simple à exécuter, et surtout à son jeune âge, quoi. Il a simplement 19 ans, le QI tennis qu'il a déjà, le calme qu'il peut avoir, c'est lui qui dicte, c'est lui qui choisit, c'est lui qui agresse. Alors évidemment, parfois il y a des matchs où il passe à côté, encore, il y a du déchet, et tout paraît simple avec ce gars, hein. Ici, service 1-2 amorti, il en a fait plein, amorti coup droit, ça a l'air simple, mais Daniil, il a remporté 19 matchs avec cette façon de jouer, à 5 mètres de la ligne de fond, un tennis de marathonien, de défense, de barbelé, quasiment personne n'arrive à déjouer ça, sauf les joueurs créatifs et qui arrivent à tenir cette agression sur la durée, Kyrgios, Alcaraz,
mais il y en a pas beaucoup. Alors, pour moi, la seule véritable réserve, c'est ça. C'est que Carlos Alcaraz, ça risque d'être le premier champion de l'histoire du tennis assisté, complètement assisté par son coach, quasiment à tous les points. Il y a du jeu de regard, il y a des mots, on peut imaginer qu'il y a du coaching également. Alors maintenant, c'est accepté, hein, depuis juillet 2022, on est passé dans une autre ère. C'est pas quelque chose qui est beaucoup discuté, je trouve, pas assez en tout cas, par les observateurs du tennis. Et moi, ça me désole un peu parce que je trouve que l'essence de ce jeu, c'est de chercher et de trouver des solutions par soi-même, c'est de réagir aux problèmes posés par son adversaire, c'est d'en poser soi-même à son adversaire. Et je trouve que cette relation quasiment fusionnelle avec Juan Carlos Ferrero, elle est un peu dommageable, en tout cas pour moi. Je sais pas si je suis trop puriste. Vous me dites dans les commentaires si ça vous dérange ou pas. N'hésitez pas non plus à me donner dans les commentaires vos impressions sur Carlos Alcaraz, si vous êtes d'accord avec moi ou pas sur le retour au meilleur niveau de Daniil Medvedev pour le tournoi de Miami qui commence d'ici quelques jours. Je vous promets 6 digests minimum, donc 6 quotidiennes sur le tournoi. Je vais essayer aussi de vous faire une petite preview, donc on aura une couverture un peu plus dense que celle que j'ai pu vous proposer à Indian Wells. Si vous appréciez le contenu, le travail effectué, n'hésitez pas à claquer un pouce à cette vidéo, à lâcher un petit com pour le ref et également à vous abonner, à envoyer une petite cloche aussi pour ne rien rater des futurs contenus. Je vous embrasse, mangez des citrons et vive le tennis.